Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter le chapitre 4 en enseignement scientifique concernant le rayonnement solaire et la Terre. Et ici, je vais développer la partie physique. On va se poser les questions suivantes. D'où provient l'énergie solaire et quelle fraction de cette énergie parvient jusqu'à la Terre? D'où provient l'énergie solaire? Eh bien, l'énergie solaire provient de réactions nucléaires qui se produisent au cœur du Soleil. Ces réactions nucléaires sont des réactions de fusion nucléaire qui consomment de l'hydrogène pour former de l'hélium. Et nous avons vu lors de l'une des activités d'enseignement scientifique que ces réactions nucléaires peuvent être résumées selon le bilan suivant. Un noyau d'hydrogène 2 rencontre un noyau d'hydrogène 3 pour former un noyau d'hélium 4 et un neutron de symbole N10. Alors, ce qui est remarquable pour cette réaction de fusion, c'est que si on s'intéresse à la masse des réactifs et la masse des produits, eh bien, la masse des réactifs n'est pas égale à la masse des produits. Une réaction nucléaire n'a pas on n'a pas le même bilan au niveau des masses qu'une réaction chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément conservation de la masse. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à ce que vous avez étudié jusqu'à présent en physique. La masse des produits n'est pas nécessairement égale à la masse des réactifs. Et dans le cas de cette réaction de fusion nucléaire, eh bien, la masse des réactifs est supérieure à la masse des produits. Ainsi, si la masse des réactifs est supérieure à la masse des produits, eh bien, le Soleil perd de la masse. Pour chaque réaction nucléaire qui se produit, le Soleil va perdre un petit peu de sa masse. Alors, cette perte de masse, on va appeler ça le défaut de masse qu'on va noter delta M. Je rappelle qu'en physique, le symbole delta symbolise une différence. Donc delta M, ça va être la différence de masse. Et on fait toujours la masse finale moins la masse initiale. Donc ici, la masse des produits moins la masse des réactifs. Et comme on a vu que la masse des réactifs était supérieure à la masse des produits, la masse des produits est donc la différence entre la masse des produits moins la masse des réactifs est donc négative. Donc le Soleil perd de sa masse. La question est, que devient cette masse perdue? Eh bien, cette masse, en fait, se transforme en énergie. Et c'est Einstein qui a théorisé ça avec l'équivalence masse-énergie. Selon Einstein, la masse devient de l'énergie et on peut calculer l'énergie produite par cette masse perdue. Alors, l'énoncé de cette formule qui concerne l'équivalence masse-énergie, elle est assez connue. Elle s'écrit E égale valeur absolue de delta M fois C carré. Alors c'est vrai que dans les émissions scientifiques, on voit assez souvent cette formule de la forme suivante, E égale mc2. Mais si on veut l'écrire en tenant compte de cette différence de masse, on doit bien écrire donc valeur absolue de delta M fois C carré. Alors pourquoi valeur absolue? Parce qu'on vient de voir que ce défaut de masse ici, eh bien, il est négatif. Et pour calculer la valeur de l'énergie qui est produite par le Soleil, on va donc ici mettre delta M. On va tenir compte uniquement de sa valeur absolue. Alors pour les unités de cette formule, nous avons l'énergie libérée ou produite par le Soleil en joules. Delta M, c'est le défaut de masse qu'on obtient comme ceci, masse des produits moins masse des réactifs, qui doit être en kilogrammes. Et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, en mètres par seconde. Valeur qui vous est donnée dans les énoncés des exercices si vous avez à calculer cette énergie. Alors une deuxième formule qui peut être utile pour faire les calculs de l'énergie produite par le Soleil ou de la puissance solaire, eh bien c'est la relation justement entre énergie et puissance qui s'écrit E égale P fois T. Donc ça, c'est une formule que vous avez rencontrée au collège. Je la rappelle ici. E est l'énergie libérée ou produite pendant un certain temps T, toujours en joules. P, c'est la puissance en watts. Et T, la durée, le temps en secondes.
Alors maintenant, nous allons mettre en application ce qu'on vient de voir avec un petit exercice. On nous donne la masse du Soleil. On nous dit que seul le cœur du Soleil peut subir les réactions de fusion et que cette masse qui peut fusionner représente 10% de la masse totale du Soleil. La puissance rayonnée par le Soleil est égale à 3,96 fois 10 puissance 26 watts et on nous donne la célérité de la lumière dans le vide. Par ailleurs, nous avons également les masses des noyaux des particules qu'on rencontre pour les fusions nucléaires qui ont lieu au cœur du Soleil. Donc masse ici, attention, chaque valeur ici doit être multipliée par 10 puissance moins 27 kg. Alors première question, on nous demande l'énergie produite par le Soleil pendant une seconde. Alors pour faire cette question, on va uniquement utiliser la formule E égale P fois T qu'on vient de rappeler. Nous avons la puissance du Soleil ici, 3,96 fois 10 puissance 26 watts. Le temps ici c'est une seconde et donc l'énergie qui va être produite par le Soleil pendant une seconde c'est tout simplement 3,96 fois 10 puissance 26 joules. Alors d'où provient cette énergie? On l'a dit précédemment, elle provient de la réaction de fusion de noyaux d'hydrogène au cœur du Soleil. Question 2. Calculer l'énergie produite par une réaction de fusion nucléaire. Alors, nous savons que cette réaction s'écrit de la manière suivante. H21 plus H31 donne He42 plus un neutron N10. Alors, on va dans un premier temps calculer le défaut de masse. Delta M est égal à la masse des produits moins la masse des réactifs. Donc, la masse des produits en tenant compte des valeurs du tableau. Donc, pour les produits, nous avons l'hélium 4,2 dont la masse vaut 6,64466 plus la masse du neutron qui vaut 1,67499 moins la masse de l'hydrogène 2,1 qui vaut 334 366 plus celle de l'hydrogène 3,1 qui vaut 5,00736. Alors ces valeurs que j'ai données doivent toutes être multipliées par 10 puissance moins 27 kg. Donc cette différence que j'ai fait là, je la multiplie par 10 puissance moins 27 et nous obtenons un défaut de masse qui est égal à moins 3,137 fois 10 puissance moins 29 kg. Donc cette masse qui est perdue lors de la réaction de fusion, elle va être transformée en énergie. Et donc pour avoir l'énergie qui lui correspond, on va utiliser la relation d'Einstein. L'énergie de cette réaction va être égale à la valeur absolue de ce défaut de masse fois la célérité de la lumière au carré. Ce qui va nous donner 3,1137 fois 10 puissance moins 29 multiplié par la valeur de la célérité de la lumière dans le vide au carré. Et nous trouverons une énergie égale à 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules. Question 3. Déduire des questions précédentes le nombre de réactions de fusion qui se produit chaque seconde au cœur du Soleil. Alors, on va rappeler ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes. On a vu que l'énergie libérée par une réaction de fusion est égale à 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules. Et nous avons vu également que l'énergie produite par le Soleil pendant une seconde est égale à 3,96 fois 10 puissance 26 joules. Alors on peut établir un petit tableau comme ceci. On sait que pour une réaction de fusion, on a une énergie libérée égale à 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules. Et nous, on cherche le nombre de réactions de fusion qui se produisent chaque seconde, à savoir une énergie de 3,96 fois 10 puissance 26 joules. Donc on va chercher le nombre de réactions correspondantes. On va utiliser la proportionnalité, donc n va être égal à 3,96 fois 1 ici, divisé par 2,82 fois 10 puissance moins 12, et on va obtenir 1,40 fois 10 puissance 38 réactions par seconde. Question 4. En déduire la masse d'hydrogène perdue par le Soleil en une seconde. Alors pour une réaction de fusion, on peut calculer la masse d'hydrogène perdu.
Pour une réaction de fusion, ce sera la masse de ce noyau d'hydrogène H2,1 plus la masse du noyau d'hydrogène H3,1. Donc, en faisant le calcul, on trouve en additionnant ces masses 8,3502 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc ça, c'est la masse d'hydrogène perdue pour une réaction. Or, lors de la question précédente, nous avions calculé que pendant une seconde, il se déroule 1,40 fois 10 puissance 38 réactions de fusion nucléaire. On peut donc en déduire la masse d'hydrogène perdue pour une seconde. Ce sera ce nombre de réactions fois la masse d'hydrogène perdue pour une réaction. On va donc trouver une masse de 1,17 fois 10 puissance 12 kg. Alors on vient de voir à la question précédente que chaque seconde, le Soleil perd une masse d'hydrogène égale à 1,17 fois 10 puissance 12 kg. Et dans cette question 5, on nous demande combien de temps le Soleil pourra-t-il encore rayonner son énergie provenant de la fusion. Donc en fait, comme il perd de l'hydrogène, le Soleil, il va bien avoir un moment donné où il n'aura plus d'hydrogène pour fusionner et donc il ne pourra plus rayonner son énergie. Alors, on voit dans l'énoncé que seul le cœur du Soleil, c'est-à-dire 10% de sa masse, est assez chaud pour que s'y déroule la fusion nucléaire. Donc on va considérer que la masse d'hydrogène qui peut fusionner est égale à 10% de la masse solaire. Donc, c'est-à-dire 10% de la masse solaire, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 30 fois 10 divisé par 100. C'est donc 2 fois 10 puissance 29 kg. Donc, il reste au Soleil 2 fois 10 puissance 29 kg d'hydrogène qui peut encore fusionner. On sait que chaque seconde, le Soleil perd 1,17 fois 10 puissance 12 kg d'hydrogène. On est donc capable de déterminer le nombre de secondes qu'il reste au Soleil pour pouvoir encore rayonner. Donc le nombre de secondes pendant lesquelles le Soleil peut encore rayonner va être égal à 2 fois 10 puissance 29 kg divisé par 1,17 fois 10 puissance 12 kg et on obtient 1,7 fois 10 puissance 17 secondes. Alors ce nombre de secondes n'est pas très parlant, on va le convertir en années. Pour cela, on sait que dans une année, il y a 365 jours qui contiennent chacun 24 heures, qui contiennent chacune 3600 secondes. Donc dans une année, il y aura 365 fois 24 fois 3600, c'est-à-dire 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. On est donc capable de déterminer le nombre d'années qui correspond à ce nombre de 1,7 fois 10 puissance 17 secondes. On va faire le calcul suivant. 1,7 fois 10 puissance 17 divisé par 3,15 fois 10 puissance 7, ce qui nous fait 5,4 fois 10 puissance 9 années. Alors 10 puissance 9 années, eh bien c'est 1 milliard d'années. Donc il reste au Soleil encore 5,4 milliards d'années à rayonner. En fait, le Soleil est environ à la moitié de sa vie. Alors on vient de voir que le rayonnement émis par le Soleil est dû à des réactions de fusion nucléaire qui ont lieu en son cœur. On est capable, on l'a vu, de calculer l'énergie produite par le Soleil à partir de la relation d'Einstein. Dans un deuxième temps, maintenant, on va s'intéresser à la nature de la lumière émise par le Soleil. Alors pour cela, on va s'intéresser à un corps idéal, un corps théorique qu'en physique on appelle corps noir. Qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? Eh bien, c'est un corps qui va absorber tout le rayonnement qu'il reçoit et il va produire un rayonnement du fait de sa température. Un corps noir qui a une certaine température va émettre un rayonnement qu'on appelle rayonnement thermique. Et en fait, on est capable d'obtenir les courbes suivantes qui s'appellent profil spectral d'un corps noir en fonction de sa température. Donc par exemple ici, cette courbe-là nous donne le rayonnement émis par le corps noir, l'intensité de ce rayonnement, en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'il produit. Et donc on est capable de faire ça pour un corps noir à 6000 Kelvin, mais aussi pour un corps noir à 5000 Kelvin, 4000 Kelvin, etc. Alors ce qui est remarquable dans ce profil spectral, c'est qu'à chaque fois, il passe par un maximum. Donc on a pour
une certaine longueur d'onde lambda, qu'on va noter lambda max, une intensité de rayonnement qui est maximale. Et ça va nous être très utile pour déterminer la température des étoiles, et notamment celle du Soleil. Ça grâce à la loi de Wien, qui s'écrit T égale 2,898 fois 10 puissance moins 3 divisé par lambda max. Alors les unités pour cette relation sont T qui est la température du corps noir en Kelvin et lambda max qui est cette longueur d'onde qu'on doit lire ici sur l'axe des abscisses, donc la longueur d'onde qui correspond au maximum de l'intensité lumineuse, donc longueur d'onde lambda max, qui est ici pour cette relation en mètres. Alors, j'ai parlé de température en Kelvin, oui, parce qu'en physique, on travaille plutôt en Kelvin qu'en degrés Celsius, mais il y a une relation très simple entre les deux. La température en Kelvin, qu'on va noter T, est égale à la température en degrés Celsius que l'on note θ, plus 273,15. Donc T, température en Kelvin, et θ, la température en degrés Celsius. Alors, deuxième chose à observer avec le profil spectral, c'est que l'on remarque que plus la température est élevée, plus la longueur d'onde correspondant au maximum d'intensité lumineuse se déplace vers la gauche, c'est-à-dire vers les courtes longueurs d'onde. Et donc en fait, on peut analyser la nature de la lumière émise par un corps noir en fonction du profil spectral. Par exemple ici, si on prend le corps noir à 4000 degrés, eh bien on voit que les radiations rouges sont beaucoup plus intenses que les radiations bleues et violettes. Donc la lumière émise par ce corps noir, elle va avoir pour dominante le rouge. Le rouge sera plus intense que le bleu-violet. Et donc ce sera une lumière plutôt rouge. Euh, Ici, pour un corps noir à 6000 degrés, eh bien, on voit que les radiations les plus intenses sont les vertes. Les radiations rouges et bleues vont avoir le même ordre de grandeur au niveau de leur intensité lumineuse. On va avoir plutôt une lumière blanche. Alors ici, on n'a pas le profil spectral pour des corps noirs de température plus élevée, mais si par exemple on a un corps noir à 10 000 Kelvin, eh bien on s'apercevra que le profil spectral nous donnera une intensité plus élevée dans le bleu que dans le rouge. Et donc la lumière émise par un corps noir à 10 000 Kelvin, elle va être plutôt bleue. Ainsi, ça va expliquer la couleur des étoiles. Dans le ciel étoilé, nous avons des étoiles qui peuvent être blanches, rouges ou bleues. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les étoiles bleues qui sont les plus chaudes. Leur température de surface étant plus chaude, la température étant plus élevée, lambda max va être plus faible. Et donc, les radiations de courte longueur d'onde vont être plus intenses que les radiations de grande longueur d'onde. Donc ça va expliquer la température, enfin, ça va permettre d'expliquer la couleur d'une étoile à partir de sa température. Alors, nous allons ici mettre en application ce qu'on vient de voir. On donne ci-dessous le spectre du Soleil et on nous demande de déterminer sa température de surface. Donc on va s'intéresser au profil spectral du Soleil qui est ici. Alors qu'on voit qu'il y a des variations autour de ce profil spectral, on ne va pas en tenir compte, mais en fait ces variations sont dues à l'absorption de la lumière par les éléments chimiques qui sont présents autour du Soleil. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, on va vraiment se concentrer sur ce profil spectral qui est ici. Alors, on connaît la loi de Wien qui s'écrit T égale 2,898 fois 10 puissance moins 3 sur lambda max avec les unités suivantes pour lambda max en mètres et la température en Kelvin. On va donc, à partir du profil spectral, déterminer la valeur de lambda max. On se place donc au maximum de l'intensité lumineuse et on repère la valeur de la longueur d'onde correspondante, lambda max. On voit ici qu'elle est égale à 480 nanomètres. Alors,
pour pouvoir utiliser la loi d'Ohmien, je dois convertir les nanomètres en mètres. On sait que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc 480 nanomètres va s'écrire 480 fois 10 puissance moins 9 mètres. On n'a plus qu'à faire le calcul, donc T égale 2,898 fois 10 puissance moins 3, divisé par 480 fois 10 puissance moins 9, et on trouve une température de l'ordre de 6040 Kelvin. Donc on voit que la température de surface du Soleil n'est pas très élevée, 6000 Kelvin. Seul le cœur du Soleil atteint des températures de l'ordre du million de degrés, du million de Kelvin ou du million de degrés Celsius. On va donc retenir ça. La température au cœur du Soleil atteint plusieurs millions de degrés Celsius, mais sa température de surface est beaucoup plus faible, de l'ordre de quelques milliers de degrés. Et on a vu également que la lumière émise par une étoile dépend de sa température de surface. Plus la température est élevée, plus lambda max va se déplacer vers les courtes longueurs d'onde, ce qui explique que les étoiles bleues sont plus chaudes que les étoiles rouges. Alors, partie C, nous allons maintenant nous intéresser à la puissance solaire reçue par la Terre. Alors, nous savons que le Soleil a une puissance de 3,9 fois 10 puissance 26 watts, c'est sa puissance solaire ici au niveau de sa surface. Et cette puissance va se répartir dans l'espace pour atteindre la Terre. Donc cette puissance va parcourir une certaine distance d jusqu'à atteindre la Terre. Distance de 150 millions de kilomètres, soit 150 milliards de mètres. Donc 150 fois 10 puissance 9 mètres. On va s'intéresser à la puissance surfacique du Soleil à cette distance d, c'est-à-dire la puissance ici d'un petit élément de surface de 1 mètre carré. Si je veux calculer cette puissance surfacique du Soleil, qu'on va noter PS à la distance d, puissance surfacique à la distance d, eh bien il faut comprendre la chose suivante. C'est que cette puissance, elle va donc se propager et elle va maintenant être présente sur une sphère de rayon d. Donc moi, si je veux calculer la puissance d'un élément ici de surface de 1 mètre carré, je vais donc diviser cette puissance solaire par la surface ici de cette sphère. Donc la puissance PS de D va s'écrire puissance du Soleil divisé par la surface de cette sphère, à savoir 4 pi d carré. Je rappelle que la surface d'une sphère a pour formule 4 pi r carré. Donc ici le rayon étant la distance d, on va écrire 4 pi d carré. Alors si on fait le calcul, on va donc obtenir 3,9 fois 10 puissance 26 pour la puissance du Soleil, divisé par 4 fois pi fois 150 fois 10 puissance 9 au carré. Et on obtient une puissance de 1380 watts par mètre carré. Donc ce petit élément de surface là de 1 mètre carré, il a une puissance de 1380 watts. Enfin, il reçoit une puissance, pardon, de 1380 watts. Alors, toute cette puissance qui se propage dans l'espace, il n'y a qu'une fraction qui va atteindre la Terre. La fraction ici. Et en fait, ça va être la puissance solaire qui va traverser un disque de rayon égal au rayon terrestre. Alors, maintenant, on va évaluer la puissance solaire que reçoit la Terre. Pour cela, on va donc ici s'intéresser à ce disque. Nous avons vu précédemment que un petit mètre carré ici de surface reçoit une puissance de 1380 watts. Donc pour ce disque, c'est la même chose. Ici, ce petit élément de surface de 1 mètre carré, il reçoit une puissance de 1380 watts. Donc si je veux connaître la puissance solaire reçue par la Terre, je vais devoir en fait multiplier cette puissance PS2D, voilà, cette puissance de 1380 watts, par la surface de ce disque. En fait, puisque ça c'est la puissance reçue par 1 mètre carré, eh bien pour toute la surface, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés, eh bien je vais multiplier cette puissance surfacique par la surface de ce disque. Alors la surface d'un disque,
c'est écrit S égale pi fois rayon au carré. Ici, le rayon de ce disque correspond au rayon terrestre. Par conséquent, on va avoir la puissance reçue par la Terre égale à PS de D fois cette surface, c'est-à-dire PS de D fois pi fois le rayon terrestre au carré. Donc ça, c'est la puissance reçue par la Terre, la puissance solaire reçue par la Terre. Maintenant, nous allons nous intéresser à la puissance surfacique reçue par la Terre. Alors, il faut bien distinguer les puissances des puissances surfaciques. Ici, puissance surfacique reçue par la Terre, eh ben, on va s'intéresser à la puissance d'un petit élément de 1 mètre carré, encore ici, de surface terrestre. Eh bien, ce petit élément de surface de 1 mètre carré, quelle puissance il reçoit? Eh bien, pour l'avoir, on va tout simplement diviser la puissance reçue par la Terre ici, dont on avait déjà établi l'expression, par la surface terrestre. Alors c'est vrai que normalement, seule cette partie à gauche de la Terre reçoit du rayonnement. Mais on va raisonner sur une journée de 24 heures. Et en 24 heures, comme la Terre tourne sur elle-même, finalement, la deuxième partie ici va finir par être éclairée sur les 24 heures de la journée. Si bien que on va considérer que sur une journée de 24 heures, eh bien c'est toute la surface terrestre qui va recevoir ce rayonnement solaire. Si bien que pour avoir cette puissance surfacique reçue par la Terre, on va tout simplement diviser la puissance reçue par la surface terrestre. Alors, l'expression de la puissance reçue, on l'a établi précédemment, c'est PS 2D fois pi fois rayon terrestre au carré, divisé par la surface de la Terre. La Terre étant une sphère, sa surface s'écrit 4 pi fois rayon terrestre au carré. Alors, dans cette expression, il y a des choses qui s'annulent. Le rayon terrestre au carré ici est pi. On obtient donc ici PS 2D sur 4. Alors, si on fait les calculs, PS 2D, nous l'avions établi ici, 1380 watts par mètre carré, divisé par 4, on trouve 345 watts par mètre carré. Donc ça signifie que un élément de surface de 1 mètre carré à la surface de la Terre reçoit une puissance solaire de 345 watts. Alors voilà, on va dire des expressions qui ne sont pas évidentes, il faut bien avoir ça en tête. Il faut bien distinguer les puissances des puissances surfaciques qui sont pour des éléments de surface de 1 mètre carré. Les unités, donc pour la puissance du soleil, bien sûr, en watts. La distance étant en mètres, ici distance au carré, on aura ici en mètres carrés. Donc une puissance surfacique en watts par mètre carré comme le résultat qu'on avait trouvé. Pour la puissance reçue, donc PS2D, nous avons ici en watts par mètre carré, multiplié par une surface qui est en mètre carré. La puissance reçue doit être normalement en watts. Enfin ici, pour avoir la puissance surfacique reçue par la Terre, eh bien, PS2D est en watts par mètre carré. Le rayon terrestre au carré en mètres carrés est là également. Les mètres carrés s'éliminent et on a tout simplement une puissance surfacique reçue, là aussi en watts par mètre carré. Donc il faut connaître ces formules. Moi je vous conseille en fait d'apprendre ça avec le schéma. Savoir reproduire ce schéma et établir chaque formule des puissances ou puissances surfaciques qu'il faut déterminer. Nous pouvons finalement résumer ce qu'on a vu précédemment avec les conclusions suivantes. D'abord que la proportion de la puissance émise par le Soleil qui est reçue par une planète, et notamment la Terre, dépend du rayon de cette planète et de la distance au Soleil. Également, cette puissance se répartit sur l'ensemble de la surface terrestre. On a dit qu'on raisonnait sur 24 heures et qu'elle était approximativement égale à 340 watts par mètre carré. Donc ça, c'est une puissance moyenne, surfacique moyenne. Cependant, elle n'est pas répartie de la même manière sur toute la surface de la Terre. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir en SVT. Bien, nous allons maintenant mettre en application ce qu'on vient de voir en calculant la puissance surfacique reçue par Mars. Mars est une planète située à 227 millions de kilomètres du Soleil.
Dans un premier temps, nous allons calculer la puissance solaire reçue par Mars et en déduire la puissance surfacique reçue par Mars. Alors pour résoudre ce genre d'exercice, je vous conseille de faire un schéma. Ici avec le Soleil et Mars situés à 227 millions de kilomètres, soit 227 fois 10 puissance 6 km du Soleil. La puissance solaire, on nous indique qu'elle est égale à 3,9 fois 10 puissance 26 watts. Et on sait que cette puissance va se répartir dans l'espace jusqu'à atteindre Mars. On sait que cette puissance à la distance d du Soleil, on sait que que la puissance surfacique à la distance d du Soleil se note PS de d. Alors, quelle puissance solaire atteint Mars? Eh bien, c'est la puissance solaire qui va traverser le disque, ici, de rayons martiens. Nous savons que ce disque, la puissance reçue par Mars, va s'écrire puissance reçue est égale à PS de D fois la surface de ce disque. Donc, il faudra établir dans un premier temps l'expression de PS de D. PS de D, c'est la puissance du solaire d'un petit élément de surface de 1 mètre carré. Alors pour avoir son expression, eh bien, cette puissance solaire de 3,9 fois 10 puissance 26 watts, elle se répartit sur une surface dont la valeur vaut 4 pi d carré. Donc la puissance surfacique à la distance d va avoir pour expression la puissance solaire, c'est-à-dire 3,9 fois 10 puissance 26 watts, divisé par la surface de cette sphère, qui vaut 4 fois pi fois le rayon de cette sphère, c'est-à-dire la distance d en mètres. Alors la distance d, 227 fois 10 puissance 6 km, c'est équivalent à 227 fois 10 puissance 9 mètres. En faisant le calcul, on trouve 602 watts par mètre carré, étant donné qu'ici nous avons une puissance en watts et là une distance en mètres au carré. Donc ça, c'est la puissance surfacique ici, d'un petit élément de surface de 1 mètre carré, mais également ici. Pour avoir la puissance reçue par Mars, il faut donc multiplier cette puissance surfacique à la distance d fois la surface de ce disque de rayons martiens. On obtiendra donc 602 fois pi fois le rayon martien au carré. Alors comme on nous donne le rayon martien en kilomètres, il faut bien sûr le convertir en mètres, donc 3390 fois 10 puissance 3 mètres au carré. Et nous obtenons une puissance de 2,17 fois 10 puissance 16 watts. Donc ça, c'est la puissance reçue par Mars. Maintenant, la puissance surfacique reçue par Mars. Donc c'est la puissance par mètre carré. Il faudra donc tout simplement diviser cette puissance reçue par Mars par sa surface. Pour cela, on va l'écrire de la manière suivante. Puissance surfacique reçue par Mars est égale à la puissance reçue qu'on vient de calculer, divisé par la surface de Mars, c'est la surface d'une sphère, ici, qui vaut 4 pi rayon au carré, et donc ici rayon martien au carré. Je rappelle qu'on raisonne toujours sur 24 heures, et donc on tient compte de toute la surface de Mars. Par conséquent, cela nous donnera 2,17 fois 10 puissance 16 watts, divisé par 4 fois pi fois ce rayon martien 3390 fois 10 puissance 3 au carré, et nous obtenons une puissance de 150 watts par mètre carré. Donc cette valeur est à peu près 2 fois plus faible que la puissance surfacique reçue par la Terre. Partie D, puissance reçue par le sol terrestre. Alors on va ici voir une première approche, on va dire, des différents types de puissance que reçoit le sol, mais cette partie-là va être approfondie en SVT. Alors, on sait que, on l'a calculé, le rayonnement solaire fournit à la Terre une puissance de 342 watts par mètre carré précisément. Et cette puissance qui arrive sur le sol terrestre va être en partie réfléchie. Le rayonnement qui est réfléchi représente 107 watts par mètre carré. Par conséquent, le sol terrestre va absorber la différence, 342 moins 107,
235 watts par mètre carré est absorbé par le sol. À cela, il faut ajouter un autre phénomène. L'atmosphère autour de la Terre est à une certaine température. Et du fait de sa température, elle va émettre un rayonnement. C'est le rayonnement thermique qu'on avait vu avec les étoiles. On a parlé de ça avec le corps noir. Donc l'atmosphère, à une certaine température, va produire un rayonnement dont une partie va arriver sur Terre. Il y a une partie qui va partir dans l'espace, mais une autre partie ici qui va arriver sur Terre. Et cette partie qui arrive sur le sol terrestre est égale à 324 watts par mètre carré. Alors, ce rayonnement qui touche le sol terrestre, eh bien, il va être entièrement absorbé par le sol. Par conséquent, on a 235 plus 324 watts par mètre carré qui sont absorbés par le sol et qui vont contribuer à réchauffer la Terre et donc ça va donner une certaine température à la Terre. Et comme la Terre est à une certaine température, eh bien, elle va se comporter comme un cours noir, c'est-à-dire qu'elle va émettre un rayonnement du fait de sa température. Alors, c'est un rayonnement de type infrarouge, et donc en faisant la somme de ces deux valeurs, on a un rayonnement infrarouge émis par le sol terrestre qui est égal à 559 watts par mètre carré. Alors, ce qu'on voit là, moi, je vous ai présenté les choses dans un certain ordre, mais en fait, il n'y a pas d'ordre précis. En fait, c'est un équilibre qui se crée. Et en fait, ce rayonnement produit par la Terre, du fait de sa température, il va contribuer à réchauffer l'atmosphère, qui, à son tour, va émettre un rayonnement vers la Terre, qui va contribuer à réchauffer la Terre, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est les valeurs à l'équilibre. On a ici un équilibre qui s'est installé avec ces différents échanges d'énergie. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'une partie du rayonnement produit par la Terre est réémis finalement par l'atmosphère. On va donc retenir ici qu'une partie de la puissance du rayonnement thermique de la Terre est absorbée par l'atmosphère qui émet à son tour un rayonnement thermique vers la Terre. On va aussi retenir que finalement la puissance reçue par la Terre, ça va être la puissance qui vient directement du rayonnement solaire, qui est un rayonnement visible, et également de la puissance du rayonnement thermique de l'atmosphère, 324 watts par mètre carré, qui est un rayonnement infrarouge. Et on voit que ces deux valeurs de puissance reçue par la Terre, 342 et 324 watts par mètre carré, sont du même ordre de grandeur. Voilà, donc bien retenir ce schéma, avoir une idée des valeurs des différents, on va dire, des différents flux de puissance, et voir qu'en fait ici on a un équilibre qui peut être déstabilisé par nos activités humaines. Donc ça c'est quelque chose que vous allez davantage développer en SVT, mais par exemple, si le rayonnement réfléchi va dépendre de la nature des surfaces. Et par exemple, la banquise contribue à beaucoup de réflexion du rayonnement. Et si cette banquise fond, eh bien, il y aura moins de rayonnement réfléchi par la Terre. Par conséquent, plus de rayonnement absorbé par le sol. Et donc une augmentation de la température de la Terre. De même, les gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère vont contribuer à émettre davantage de rayonnement vers la Terre. En fait, il va y avoir une réémission plus importante vers la Terre du rayonnement thermique de celle-ci. Exercice, on va déterminer la température de surface de la Terre à partir de son spectre. Alors on nous donne un spectre du rayonnement terrestre. Alors vous avez une courbe en pointillé qui est le rayonnement au niveau du sol et une courbe en rouge qui nous donne le rayonnement réel en fait mesuré par les satellites au-dessus de l'atmosphère. En appliquant la loi de Vien, on nous demande d'estimer la température moyenne du sol en degrés Celsius. Alors cette loi s'écrit T égale 2,898 fois 10 puissance moins 3 divisé par lambda max. Rappelons les unités, lambda max doit être en mètres et la température sera en Kelvin. Alors pour déterminer lambda max, on va repérer le maximum de l'intensité du rayonnement ici et la longueur d'onde correspondante.
se lit ici en abscisse, lambda max est donc égal à 10 micromètres. Alors, le 10 micromètres, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 6 mètres. Je rappelle que le préfixe micro correspond à 10 puissance moins 6. Par conséquent, pour le calcul, on va faire 2,898 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 fois 10 puissance moins 6 et nous obtenons une température de 290 Kelvin. La température en degrés Celsius se déduit facilement de la température en Kelvin. Nous savons que la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Par conséquent, en isolant θ ici, et en faisant passer 273,15 de l'autre côté, nous aurons θ, température en degrés Celsius, est égale à température en Kelvin moins 273,15. Donc en effectuant le calcul, on trouve 17 degrés. Alors ça, c'est une température moyenne, mais évidemment, elle ne se répartit pas de la même façon sur toute la surface terrestre, et ça, c'est quelque chose que vous allez développer en SVT. Maintenant, question 2. Pourquoi le rayonnement thermique au niveau du sol est différent de celui au-dessus de l'atmosphère? Eh bien, tout simplement parce que dans l'atmosphère, vous allez avoir des absorptions du rayonnement qui vont se faire. Donc, la courbe de rayonnement au-dessus de l'atmosphère présente des baisses brutales. On voit ici que le rayonnement est moins intense que ce qu'il devrait être s'il n'y avait pas l'atmosphère. Et en fait, ça c'est dû aux gaz qui vont absorber une partie de ce rayonnement. On l'avait évoqué précédemment. En absorbant ce rayonnement, ça va contribuer à l'augmentation de température de l'atmosphère. Et donc, on va avoir réémission vers la Terre. Mais tout ça, c'est un équilibre, je l'avais bien précisé précédemment. Donc voilà pour cet exercice sur la détermination de la température de surface de la Terre. Dernière conclusion de ce cours. Donc nous venons de voir que du fait de sa température, la Terre émet un rayonnement dont le maximum correspond à une longueur d'onde de 10 micromètres. Donc ça, c'est une chose à retenir. La Terre émet un rayonnement thermique du fait de sa température. Il s'agit d'un rayonnement infrarouge dont le maximum est situé à 10 micromètres. Alors, ce cours est terminé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il est assez dense, et je vais résumer en fait les savoir-faire à acquérir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec les exercices. Donc les savoir-faire. Déterminer la masse solaire transformée chaque seconde en énergie à partir de la donnée de la puissance rayonnée par le Soleil. Donc à partir de cette puissance du Soleil, trouver la masse solaire qui va être transformée en énergie. Donc c'est ce qui concerne la première partie de ce cours. Deuxièmement, appliquer la loi de Wien pour déterminer la température de surface d'une étoile. Et ça, on l'a vu, on le fait en déterminant la valeur de la longueur d'onde d'émission maximale. Troisièmement, en s'appuyant sur un schéma clair, calculer la proportion de la puissance émise par le Soleil qui atteint la Terre. Donc ça, ce sont les calculs que l'on a fait avec les puissances surfaciques. Et enfin, savoir représenter sur un schéma les différents rayonnements reçus et émis par le sol. Voilà, donc ce cours est terminé. Vous allez le compléter en SVT. J'espère que vous avez bien compris les notions qui ont été ici exposées. Je vous souhaite à tous bon courage et bon travail.